Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Les Émirats arabes unis à la conquête du monde de Sébastien Boussois. L'exposition universelle aura lieu à Dubaï entre octobre 2021 et mars 2022. Les Émirats arabes unis ont surgi en quelques décennies pour se vendre comme un phare éclairé, moderne, libéral au milieu d'un monde arabe sombre et chaotique. Premier pays de la région à mettre en place une vision, Abu Dhabi Vision 2030, les eaux purent rapidement afficher leur succès au-delà de leurs frontières. C'est le côté lumineux. Le côté sombre. Les eaux contribuent à l'étouffement des démocraties et au bruit de bottes pour étouffer la rue arabe. Quand ils ne font pas la guerre, ils s'ingèrent comme jamais aucune puissance arabe ne l'a fait avant dans les affaires d'une autre. Tunisie, Yémen, Soudan et probablement dans d'autres pays à l'avenir. Abu Dhabi n'a cure des démocraties et des révolutions arabes. C'est à une véritable politique de la poudrière que le pays se livre depuis 10 ans et qui annonce de nouveaux dangers pour les équilibres de la région. Sébastien Boussois est chercheur en sciences politiques associé à l'ULB, Bruxelles et à l'UQAM, Québec. Introduction. En 2019, Abu Dhabi et Dubaï alignaient un record qui peut paraître superficiel. Les fleurs de la tolérance sont désormais le plus grand tapis de fleurs naturelles au monde. Et un record fantasque de plus pour les Émirats arabes unis, un après ceux, entre autres. Du plus grand cadre de tableau vide au monde. Du plus grand tapis tissé main. Du plus grand nombre de personnes déguisées en momies en 3 minutes. De la plus grande boule de Noël. De la plus grande image de cafetière humaine. Du plus grand parasol de la planète. De la plus grande tasse de thé chaud du globe. Du plus grand nombre de lampes LED installées sur une voie publique. Du plus grand anneau en or. De la plus grande image humaine d'un drapeau. Du plus grand livre. De la plus grande épée. De la plus grande course en fauteuil roulant. De la police la plus rapide du monde, et de la plus grande proportion d'hommes dans un pays par rapport aux femmes, 218 hommes pour 100 femmes. Ces titres peuvent sembler futiles, et ils le sont, pas tous, si on leur ajoute la tour de Khalifa, dite Burj Khalifa, plus haute structure humaine jamais construite, culminant à 828 mètres. Pourtant, tous ont un sens géopolitique fort. Ils ont été glanés précisément parce qu'ils étaient saugrenus. Par leur incongruité et leur accumulation, ils entretiennent la perception d'émirats facétieux, légers, ouverts, formant un îlot libéral au milieu de l'archipel de monarchies conservatrices du Golfe. Vu ainsi, Abu Dhabi mérite largement d'être, selon le slogan de l'exposition universelle 2020, le centre du monde pendant 182 jours. L'assemblage entre pétillement et ambition non dissimulée est la marque des EAU. Il se retrouve aussi dans la façon dont les Émirats ont investi Bruxelles, capitale de l'Union européenne et siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En effet, après des années de désintérêt manifeste, les pays du Golfe sont revenus sans lésiner sur les moyens. L'ambassade des Émirats s'est ainsi levée dans la Maison de Lune, au 86 avenue Franklin Roosevelt à Ixelles, l'une des plus belles avenues de la capitale, qui abrite nombre d'ambassades étrangères et d'immeubles classés. L'endroit est magnifique. C'est l'un des plus fameux exemples bruxellois d'architecture Art Nouveau. Sur le grand boulevard verdoyant, impossible de rater ce mélange d'influences occidentales et byzantines, si non loin de l'ambassade d'Arabie Saoudite et de celle du Qatar. Cependant, à 2 pas, l'ancienne ambassade émiratie, moins flamboyante mais 2 fois plus grande, abrite le bureau militaire de l'ambassade. Or, en décembre 2020, le petit monde feutré et florissant abrité par l'enclave émiratie a été secoué par un scandale. La dernière heure a révélé une fraude massive, remontant à 40 ans à minima et s'accompagnant de faits de harcèlement moral. Ainsi, un témoin décrira un diplomate comme un tyran qui l'a démoli. Selon les éléments pointés par l'enquête, l'ambassade aurait oublié, de déclarer ses travailleurs entre son arrivée en 1976 et 1994. Plus fort, son forfait révélé, elle aurait poursuivi dans l'illégalité sans désemparer,
n'effectuant que des déclarations partielles pour certains collaborateurs et continuant à violer allègrement la législation belge du travail. Comme l'association entre billevesée et ambition géopolitique, le grand écart entre la beauté architecturale de l'ambassade et la réalité sordide de ce qui s'y trame est un bon résumé de ce que sont devenus les EAU. Idée est une façade magnifique dissimulant une noria de pratiques obscures. Plus qu'obscures, noires même parfois. À peine mise au jour, une telle dichotomie, tentant de masquer par les sbroufs et le spectaculaire des pratiques inacceptables, devrait outrecuider. Là, elle n'empêche pas les Émirats arabes unis de continuer à déployer leur toile dans la capitale de l'Union européenne, tant auprès des puissants de ce monde qu'auprès des kidams. En témoigne l'engouement des influenceurs, notamment français, pour Dubaï. De nombreuses vedettes du genre y ont élu domicile. Parmi elles, des dames issues de la télé-réalité comme Nabila, spécialiste du shampoing s'il en est, Caroline Receveur, passée de Secret Story à la vente de thé détoxifiant, ou Jessica Thévenin, pour qui la chirurgie esthétique n'a plus de secret depuis qu'elle y a eu recours afin de remodeler seins, dents, lèvres et menton, work in progress. Dans leur sillage, la francophonie européenne a accompagné le mouvement hexagonal et s'est aussi exilée. À titre d'exemple, le Belge DJ Dadika et le Suisse Jean-Pierre Fanguin sont allés voir là-bas si le sable était plus doré. Dans ses vidéos léchées où Chameau et Buggy sillonnent un désert superbe, le youtubeur helvète assure même la promotion des Émirats, en vantant la belle vie, le luxe, la richesse et l'argent facile. Oublions un instant l'iconographie susceptible de faire rêver la ménagère de moins de 50 ans qui vibre, au moins sporadiquement, en beaucoup d'entre nous. Et demandons-nous pourquoi ces entrepreneurs ont opté pour une telle délocalisation. Plus que le dépaysement ou l'intérêt fiscal, tous se réjouissent de la discrétion et du luxe incomparable que leur offre Dubaï. Ils y jouissent de la possibilité de ne pas être reconnus dans leur vie quotidienne, alors qu'ils sont scrutés par des millions de followers. En prime et sans supplément, les exilés volontaires bénéficient de l'image moderne, exotique et ensoleillée de la ville émiratie. Comme à leur tour ils entretiennent ce mythe, c'est du win-win pour leurs hôtes. Grâce aux influenceurs, les EAU soignent leur image via les réseaux sociaux où ces individus instrumentalisés prolongent le mirage d'un pays ouvert, libre et épanouissant. In situ, la réalité est moins pailletée. Depuis 10 ans, tous les droits élémentaires ont été annihilés un à un dans les Émirats. À présent, ces dignitaires tentent d'étendre la zone d'influence de leur dictature aux apparences proprettes. Deux prétextes visent à justifier cette politique. Au niveau régional, la stabilité politique, au niveau mondial, la lutte contre le terrorisme. Dans l'ombre des gratte-ciel clinquants et de l'imaginaire occidental nourri d'images de personnes libres, d'accès facile à l'alcool et de défilés de bikinis sur les plages de Dubaï, le centre politique et idéologique actuel des Émirats est situé à Abu Dhabi où une famille a pris le pouvoir, les Al Nahyan. L'influence de cette famille royale a connu une très nette accélération en 2008, après la faillite économique de Dubaï, due à la crise financière et à l'effondrement d'un marché immobilier très spéculatif. Délaissé par Abu Dhabi, Dubaï a dû abandonner à la dynastie montante une grande partie de ses pouvoirs constitutionnels. Au sein de cette famille, un homme s'est imposé, le prince héritier Mohammed Ben Zayed, dont l'obsession pour la surveillance et le contrôle du régime est devenue peu à peu raison d'État dans les Émirats. La crainte suscitée par les printemps arabes a accentué le mouvement. Cependant, le désir de stabilité qui anime MBZ ne s'est pas arrêté aux frontières des Émirats. Dans l'ensemble du monde arabe, Abu Dhabi a donc soutenu les régimes répressifs de l'Égypte et de la Libye au nom de la bien pratique lutte antiterroriste. Or tout s'imbrique. En 2017, le blocus du Qatar, qui durera jusqu'à l'accord de stabilité et de solidarité signé le 5 janvier 2021, renforce les liens entre l'Arabie saoudite et les Émirats, et le soutien au royaume du Yémen, n'est rien d'autre qu'une tentative de mettre en sourdine à la fois les bailleurs de fonds des soulèvements de 2011 et Al Jazeera qui avait été le porte-parole des révolutionnaires. MBZ a ainsi servi de mentor idéologique au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, avec lequel il entretient une amitié personnelle.
Ce lien fort jette les bases d'une alliance bilatérale entre Riyad et Abu Dhabi, censée servir de rempart aux autres pouvoirs qu'ils soutiennent. Au Yémen, Riyad et Abu Dhabi ont trouvé un objet de désir qui sert à la fois l'idéologie et les intérêts du pouvoir. Alors que les Émirats sont officiellement arrivés pour aider le royaume à combattre la milice Houthi, une armée de mercenaires et de substituts, sous la direction de MBZ, mène une guerre de l'ombre contre le parti Al-Islah, relevant de la mouvance des Frères musulmans et ses partenaires. Dans le même temps, les EAU ont sécurisé leur accès aux ports les plus importants le long des rives de l'océan Indien, au sud du pays. Ailleurs, même topo. De l'autre côté de la corne de l'Afrique, les EAU sont en mesure de poursuivre leur ambition de grande puissance régionale. En Somalie, à Djibouti et en Érythrée, ils ont massivement étendu leur emprise agressive sur le terrain. L'expérience de MBZ en Égypte et en Libye confirme que la force armée peut être utilisée avec succès pour appliquer des idéologies haineux accent aigu aux conservatrices et pour sécuriser des intérêts géopolitiques en recourant aux disparitions, à la torture et aux assassinats ciblés. La croisade de MBZ contre les acquis démocratiques des printemps arabes menace la stabilité de la région. Le mythe de la solution autoritaire jette les bases d'une stratégie à court terme qui nie la réalité sociopolitique du monde arabe depuis 2011. Abu Dhabi est convaincu que la répression peut canaliser l'aspiration de l'individu à la justice sociale et à la participation politique. Au contraire, la répression de cet ordre offre un terreau fertile à l'extrémisme, notamment islamiste, à l'insurrection et au déclenchement de nouvelles révolutions. L'îlot de liberté et de modernité que les EAU paraissaient être depuis 1971, date de leur indépendance, sombre dans une dérive sécuritaire radicale dans un contexte régional politique tendu entre blocus unilatéral contre le Qatar, guerre sanguinaire au Yémen, assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, embrasement avec l'Iran, attaque des installations saoudiennes par des drones Houthis, constitution d'un axe sulfureux émirato-saoudo-américano-israélien, déstabilisation des révolutions arabes et mise en place d'une contre-révolution régionale pilotée par les EAU afin de favoriser l'émergence et le maintien de dictatures militaires. Comment, avec un tel bilan, MBZ peut-il parfois être considéré comme le leader du monde arabe? La position géostratégique de son pays n'y est pas pour rien. Les EAU sont situés face au détroit d'Ormuz et à l'Iran. Impossible de le négliger, compliqué de le secouer. D'autant que le pays a développé une vision pour le développement de son pays, depuis la conception d'un hub régional et mondial, en passant par l'émergence d'une ville futuriste et d'une puissance économique à l'image de Dubaï. Face à cette ville, et de façon plus politique, Abu Dhabi s'est développé et veut développer son double statut de puissance militaire et de carrefour des armements régionaux. Dès lors, les EAU sont un partenaire privilégié pour l'Occident, les États-Unis et l'Europe. Donc pour la France, avec qui elle entretient une relation pour le moins trouble. Dans la perspective ambitieuse et jusqu'au boutiste qui anime le prince, pas de quartier. Le Qatar, qui refusait de rejoindre les EAU depuis 1971, a servi d'exemple pour montrer ce qu'il advenait aux rebelles. C'est essentiel car les EAU ne cessent d'agrandir leur zone d'influence dans l'ensemble des pays musulmans, dont l'Égypte, l'Algérie, le Soudan, le Maroc, la Tunisie et l'Iran. Désormais, Abu Dhabi peut réaliser son rêve également maritime en se positionnant sur les points stratégiques du Golfe et de l'océan Indien. Ses succès dopent son appétit d'ogre et le poussent à avancer ses pions, entre soft et hard power, en Inde, en Chine et en Afrique. Il n'y a quasi plus de limite au projet de MBZ. La fédération n'a-t-elle pas lancé, en juillet 2014, la mission martienne des Émirats? Or, le 9 février 2021, ce projet, soutenu par les États-Unis, est parvenu à placer la sonde Al-Amal, l'espoir en arabe en orbite martienne, faisant des EAU la 5e nation à s'installer autour de la planète rouge. En apparence, un nouveau pas impressionnant vers le statut de grande puissance. En réalité,
Un nouvel encouragement dans le projet de transformer un confetti d'empire britannique en grands Émirats arabes unis, qui guide Mohammed Ben Zayed, enclin à mettre en œuvre depuis 10 ans une politique de la poudrière qui annonce de nouveaux dangers. C'est ce que voudrait exposer ce livre en montrant comment l'essor des Émirats lui a permis de développer un audacieux esprit de conquête dont les perspectives sont à la fois spectaculaires et potentiellement inquiétantes. Chapitre 1. De la perle au pétrole. Sur la route de l'encens et de la soie, située à un carrefour géostratégique mondial, la péninsule arabique a toujours été l'objet de toutes les convoitises. Américains, Français et Anglais, les grands empires du Xe siècle, ne s'y sont pas trompés. Ils ont lancé de grandes expéditions à la conquête d'un ailleurs rentable. Hélas pour eux, les tribus locales, nombreuses dans la région, ont fait de la résistance. Les Baniyas, les Abu al-Fala et les al-Nahyan règnent alors sur de petits territoires dont ils n'envisagent pas de céder le contrôle aux envahisseurs. Il faudra de nombreuses batailles avant que les Britanniques, arrivés dans les années 1820, imposent leurs férules dans les États dits de la Trêve, Trucial Coast. En 1892, ces territoires reçoivent le statut de protectorat dans l'Empire britannique. Dans cette région surabondante en pétrole, les Britanniques se disputent les intérêts locaux notamment avec les Américains. Pourtant, ce n'est qu'en 1960 que l'on découvre de richissimes gisements de pétrole à Abu Dhabi. Y règne alors le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, celui qui fondera les Émirats arabes unis après l'indépendance en 1971. Car dans les années 1960, il y a encore un chapelet de petits Émirats. Abu Dhabi à l'ouest, qui est le plus vaste, et Dubaï collé à lui, auxquels s'ajoutent ceux d'Ajman, de Sharjah, de Furaira, de Raïs el-Khaïma et d'Oum el-Khaïwan. C'est de la confédération de ces 7 anciens Émirats que naissent les bien nommés Émirats arabes unis. Or, 2 anciens pays de la Trêve résistent et ne veulent pas rejoindre cette confédération, le Bahreïn et le Qatar. Alors que tous tentaient de se mettre d'accord sur les termes de l'union à venir, le Qatar proclame son indépendance le 3 septembre 1971. Sa reconnaissance par la communauté internationale ne se fait pas attendre, et le petit Émirat intègre promptement les Nations Unies et la Ligue arabe. Sa volonté d'émancipation reste une épine dans le pied des Émirats, et la source d'un différend historique qui agite encore la région. Au sein des EAU, chaque Émirat dispose de ses institutions et de la gestion de ses ressources. En revanche, le domaine des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense, de l'éducation, de l'émigration et de la santé revient au pouvoir fédéral. La capitale des Émirats est Abu Dhabi. Le président de la Confédération est alors le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Le vice-président et premier ministre est Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, émir de Dubaï. La distribution des rôles en fonction des familles est toujours la même. Le système des Émirats s'articule autour d'un Conseil suprême, d'un Conseil des ministres, d'un Parlement, d'un Conseil national fédéral et d'une organisation judiciaire. Le Conseil suprême élit le président et son vice-président. C'est aussi lui qui dispose des pouvoirs législatifs et exécutifs. Les Émirats confédérés sont tous égaux, mais certains moins que d'autres. Le plus important est celui d'Abu Dhabi, dont l'émir a été élu président en 2004. Le pouvoir se transmet de père en fils. Cela a permis à Mohammed Ben Zayed, prince héritier de l'émirat le plus riche de la Confédération, de devenir l'homme fort de toute la Confédération. C'est donc la dynastie Al Nahyan qui est à l'origine du développement des Émirats arabes unis dès leur indépendance. Zayed Ben Sultan Al Nahyan, fondateur du pays et surnommé le sage des Arabes, s'est taillé à la fois une belle fortune et une solide réputation en s'appuyant sur 2 piliers, les traditions et la modération. Ainsi a-t-il entamé un processus de modernisation et d'ouverture inédit, incluant quelques mesures en faveur des droits de la femme, de leur éducation, mais aussi de la scolarité et de l'emploi, de quoi rassurer les Occidentaux pour qui le pays est stratégique. En effet, près d'un quart de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures passe par le détroit d'Ormuz. Alors que le Qatar baigne au milieu de la mer d'Arabie et dispose d'une seule frontière terrestre avec l'Arabie saoudite, fermée depuis 2017,
Les Émirats arabes unis jouxtent l'Arabie saoudite et sont aussi tournés sur le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et l'océan Indien. C'est dire l'intérêt de garantir la stabilité des voies navigables commerciales et d'avoir des relations privilégiées avec l'Émirat. Or, depuis la révolution islamique en 1979, puis la première guerre entre l'Iran et l'Irak, de 1980 à 1988, le golfe Persique est sous tension et divisé entre alliés sunnites, saoudiens, qataris et émiratis, et de l'autre côté l'ennemi iranien. Pour préserver les milliards de dollars qui y circulent chaque année à destination du monde entier, Abu Dhabi développe son hard power énergétique et militaire face aux menaces extérieures. Soutenus par des Occidentaux qui dépendent d'Ormuz pour leur autonomie énergétique, les Émirats veillent à sécuriser leur précaré face à l'épouvantail iranien. En parallèle, se concrétise un modèle de développement économique chargé de masquer l'impératif militaire grandissant grâce au pétrole, assimilé à un don du ciel. Nihil novi sub sol. Depuis le XVIe siècle, les Émirats est une terre de commerce qui brasse individus et biens, ce qui structure sa société. En effet, comme l'a expliqué André Bourget, la vieille tradition commerciale des Émirats, liée aux relations étroites avec les pays de l'océan Indien, a permis l'émergence d'une classe sociale privilégiée, constituée d'armateurs et de grands commerçants. Jusqu'à l'arrivée des revenus pétroliers, ces familles marchandes détenaient le pouvoir économique, alors que les familles régnantes dépendaient bien souvent économiquement de la classe des marchands, et parfois même étaient obligées de leur emprunter de l'argent. Mais la signature des concessions pétrolières, puis l'exploitation de l'or noir vont modifier radicalement cette situation, en renforçant le pouvoir des émirs et de leurs familles au détriment des riches familles marchandes. Tout ne commence pas avec le pétrole. Pendant plus d'un siècle, la richesse principale de la région demeure la culture de la perle, renommée mondialement pour sa qualité. Puis ce commerce s'est étiolé, jusqu'au coup fatal porté par l'avènement des perles de culture produites par le Japon. Les 30 Glorieuses changent la donne. Sous la pression des pays occidentaux, en pleine expansion industrielle, donc paniqués à l'idée d'une rupture des approvisionnements en pétrole et gaz naturel, l'intensification des recherches de gisements d'hydrocarbures conduit à la découverte d'un jackpot, avec une conséquence géopolitique essentielle. Le pétrole a permis la consolidation de ces fragiles entités politiques que sont les pétromonarchies du Golfe. La recherche puis l'exploitation de gisements d'hydrocarbures ont entraîné l'affirmation de la notion de frontière, terrestre ou maritime, dans une région qui n'avait jamais connu jusqu'alors de frontières précises. En 1960... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.